Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute! Allô, bonjour. Oui, bonjour Ludovic. Bonjour Juliette, enchanté. Je vous dérange pas? Non, pas de soucis. Bon bah super, déjà merci beaucoup d'avoir répondu à mon message et d'avoir accepté de me rencontrer. Je suis vraiment très fière parce que le travail que vous accomplissez est grand et je vous suis depuis longtemps, donc je suis très honorée. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est très gentil, c'est avec plaisir en tout cas. Bon bah bienvenue Ludovic dans le cadre de Bâton Studio. Eh ben merci beaucoup Juliette, c'est un plaisir d'être sur le podcast. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter en quelques mots? Eh bien, en fait, je m'appelle Ludovic Richet, donc plus connu sur internet sous le pseudonyme d'Arcana, et j'anime deux chaînes YouTube, Arcana les Mystères du Monde et Arcana Vox Mystery, qui sont des chaînes culturelles, si l'on peut dire, où je traite des questions d'histoire, d'ésotérisme, de religion, mais toujours avec un angle historique. L'idée, c'est de présenter les croyances, mais pas forcément de prendre parti. C'est d'offrir un catalogue culturel aux auditeurs, si l'on peut dire, afin qu'ils puissent cheminer dans leur cheminement spirituel et dans leur connaissance historique, au possible. Et moi, je te le dis, heureusement que t'es là. Je voudrais savoir quel est ton signe astrologique. Alors mon signe astrologique en astrologie tropicale, c'est le bélier, puisque je suis né le 21 mars, donc le premier jour, premier décan du bélier en l'occurrence. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Alors c'est assez intriguant. Déjà, si je lis les caractéristiques du signe de bélier, ça me correspond sur pas mal d'aspects. Alors après, mon ascendant, c'est le cancer, donc ça met un petit peu d'eau pour aseptiser, un petit peu calmer mon feu intérieur, si l'on peut dire, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ben, déjà, c'est une certaine fierté, je m'en cache pas, je suis né le 21 mars, le jour de l'équinoxe, et je trouve ça charmant sur un point de vue ésotérique. Après, je me suis jamais attardé longuement sur mon astrologie personnelle, si l'on peut dire. Je l'étudie sur un plan historique, mais j'intègre assez peu l'astrologie dans ma pratique courante. Est-ce que tu peux développer la dernière phrase que tu as dite ? Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que je trouve que c'est relativement hasardeux. Sur le plan qu'on a l'astrologie tropicale, l'astrologie sidérale, l'observation astronomique en tant que telle, donc je trouve que l'astrologie est une science qui n'est pas très adaptée pour faire des constats objectifs sur notre présent, mais que c'est intéressant pour tenter de nous comprendre sur un plan psychologique. Donc j'utilise l'astrologie pour essayer de me comprendre intérieurement, mais je n'utilise pas l'astrologie pour prévoir ma journée, mon lendemain ou ce qui va m'arriver dans la vie en gros. Oui, je trouve ça plutôt sain comme comme positionnement. Et je trouve aussi, je te remercie. Est-ce que tu as déjà fait ton thème astral par une astrologue ou c'est vraiment tu as fait toi-même tes recherches sur comment tu sais que tu es ascendant cancer par exemple ? Alors, tout d'abord, j'ai fait des recherches moi-même, je m'intéresse au sujet de l'occulte depuis très jeune, donc j'ai fait mon thème astral de façon extrêmement modeste vers l'âge de 14-15 ans, et puis j'ai poussé un petit peu plus l'aventure dans les années suivantes, par moi-même dans un premier temps. Ensuite, j'ai consulté plusieurs personnes qui m'ont fait les thèmes astrales. En fait, pourquoi j'ai consulté plusieurs personnes, c'est que ça m'a permis de voir les différences, comment les personnes travaillaient, pour voir les nuances, les variables. Et en effet, suivant la personne qui fait, il y a des variables. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, de nos jours, grâce à mon activité professionnelle, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me donner des éléments supplémentaires, etc. Et que j'ai trouvé intéressant à l'étude, en l'occurrence. Alors, toi qui es un peu un pro, qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi ? Oula, vaste question, est-ce qu'on a 3 heures ? Oui. On a 3 heures. Le tarot, tout d'abord, dans sa plus simple expression, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui prend naissance à la Renaissance, sur un plan historique qu'on peut attester. Ça ne veut pas dire que ses inspirations ne sont pas plus anciennes, bien entendu, mais le tarot tel qu'on l'entend, il apparaît à la Renaissance en Italie, en l'occurrence. Ces inspirations, on peut les déceler plus ou moins dans certains courants ésotériques divers et variés, peut-être un petit peu la Kabbale, peut-être un petit peu l'hermétisme, mais on est sur une zone historique extrêmement complexe. Ça, c'est sur l'histoire. Après, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Eh bien, pour moi, le tarot, c'est la mise en image d'un jeu initiatique ou d'un cheminement initiatique. Les 22 lames, j'entends principalement.
pour moi, c'est une représentation archétypale du cheminement spirituel de l'individu, qui peut nous aider pour méditer via ces symboles, via le tirage de cartes, pourquoi pas. Donc le tarot, pour moi, c'est un outil qui permet de travailler sa propre spiritualité, ou du moins de s'aider sur le chemin. Alors, un outil de développement personnel, j'entends, et un outil de divination, ou pas? Alors, divination, à mon sens, le tarot n'est pas un outil de divination à l'origine. Pourquoi ? Parce que c'est Jean-Baptiste Aliette, donc Ethéga, hein, plus connu sous ce pseudonyme, au XVIIIe siècle, qui a fait du jeu de tarot un jeu de divination, sachant accessoirement qu'il avait créé en fait son propre tarot. Hein. Il n'utilisait pas spécifiquement le tarot de Marseille, qui était assez classique à cette époque. Et donc il a fait du tarot un jeu de divination. Plus tard, ça a été repris, il y a eu des continuateurs. Et puis quand on arrive au siècle des occultistes, hein, au 19e, beaucoup de penseurs, notamment Eliphas Lévy et Papus pour les plus connus, ont écrit sur le tarot divinatoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, tout d'abord, non, historiquement, le tarot n'a pas servi à la divination dans les premiers temps. En revanche, plus tard, il a été utilisé dans ce cadre. Alors, est-ce que c'est légitime ou est-ce que ça n'a aucun sens ? Eh bien, je serais tenté de dire que la question n'est pas importante. Si ce n'est pas sa vocation initiale, ça n'empêche pas qu'on peut l'utiliser dans un cadre divinatoire. Je serais tenté de dire qu'en réalité, par ces symboles et par toutes ces images que propose le tarot, principalement le Marseille, mais aussi le Rider-Waite par exemple, eh bien ça va nous parler en fait. Donc qu'il ait été conçu pour ça ou pas n'a pas d'importance. Je prends un exemple. Est-ce que le thé ou le café a été inventé pour la divination ? Non, pourtant on s'en sert en lisant dans le marc de café, dans les feuilles de thé, etc. pour faire de la divination. Est-ce que les livres ont été inventés pour faire de la divination ? Non, et pourtant on fait de la bibliomancie. Alors, chose que j'utilise d'ailleurs couramment. J'ouvre un livre, je lis une phrase au hasard et je m'en sers pour possiblement faire un petit psyché intérieur, peut-être me donner une indication sur ce qui va m'arriver, etc. Donc ce n'est pas parce qu'un outil n'a pas été créé pour cela qu'on ne peut pas l'utiliser en ce sens. Donc le tarot pour la divination, pourquoi pas ? Si c'est un outil qui convient aux personnes, je les encourage à y aller. Est-ce que tu as un deck chez toi ? Ah oui, alors je suis un gros collectionneur de tarot. J'ai plusieurs versions du tarot dit de Marseille, notamment le Nicolas Convert, le plus connu. Dans les anciens, j'entends pas le Grimaud qui est la version moderne. J'ai une version du Oswald Wirth, j'ai le Rider-Waite évidemment. J'ai une version modernisée du Rider-Waite qui est en fait le tarot de Thoth de Crowley. J'ai plusieurs tarots italiens, donc notamment le Visconti, notamment une copie du Charles VI. J'ai aussi, que je dise pas de bêtises, pas mal d'oracles, hein, mais on s'écarte du tarot, mais j'ai pas mal d'oracles aussi divers et variés. J'ai aussi, par mon côté collectionneur, des tarots un peu fantaisistes, notamment le tarot Favol de la dessinatrice Victoria Frances, que j'adore beaucoup pour son style gothique. J'ai un tarot japonais avec les kami qui reprend les arcanes, enfin, etc. Voilà, j'ai pas mal de tarots, on va dire, une petite cinquantaine à vue de nez. Enfin, il t'arrive de le tirer. Oui, en fait, il m'est arrivé... il m'arrive encore accessoirement de tirer le tarot, avec cette petite spécificité que, bon évidemment au cours des années j'ai utilisé différentes méthodes de tirage, hein, mais aujourd'hui quand je tire le tarot, en fait je le fais dans sa plus simple expression, je tire une seule carte. C'est tout. Et quand je tire le tarot, j'utilise quasiment toujours le Marseille, en l'occurrence. Est-ce que, Ludovic, tu dirais que t'es spirituel ? Je vais dire oui, mais en fait, je pense qu'on peut formuler la question autrement. La question, c'est difficile en fait de définir si on est ou on n'est pas spirituel, puisque c'est un point de vue sur soi-même, et une personne de l'extérieur pourrait avoir un point de vue différent. Quelqu'un pourrait dire que je suis spirituel, et puis d'autres pourront dire que je ne le suis pas, parce que j'ai un esprit assez rationnel sur certains aspects. Donc, moi je me définis comme tel, mais je serais tenté surtout de dire, en fait, j'ai un cheminement de nature spirituelle, j'ai des questions d'ordre spirituel. Donc, voilà comment je me perçois, on va dire. Est-ce que tu es superstitieux ? C'est pareil, je n'aime pas les réponses simples. Évidemment, en réponse rapide, je serais tenté de dire non, je ne suis pas superstitieux. En revanche, étant donné que je suis passionné par le folklore, par la sorcellerie, par les vieilles histoires et tout ce qui est un petit peu bizarre, eh bien, de ce fait, je considère que... Comment dire ? Je ne suis pas superstitieux à la base, mais je décide de l'être. Puisqu'en fait, ça fait vivre les légendes, raconter les histoires, y prêter une attention. Donc de ce fait, je décide de croire volontairement aux superstitions, et en ce sens, je pense que ça leur donne une certaine puissance et une certaine forme de réalité. Donc je participe à leur entretien. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une superstition ou une histoire qui te tient particulièrement à cœur ?
Oui, je vais raconter une petite anecdote assez rigolote. Souvent, c'est des superstitions liées au chat noir, comme quoi il va nous arriver différents malheurs ou autres. Un jour, quand j'avais 17 ans, j'étais avec quelques amis pour une soirée un peu arrosée, on va dire. On était trois et on était en train de boire une bière tranquillement sur un vieux pont médiéval. Et de là, on a observé un chat noir, en l'occurrence. Alors du coup, ça nous a fait rire. Puis au bout d'un certain temps, on a vu en fait qu'il y avait 3 chats. Alors ça nous faisait encore rire, évidemment. Et puis là, continuant notre discussion, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de chats. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats. Quand je dis beaucoup, c'est entre 20 et 30 facilement. Et tous, tout d'un coup, soudainement, se sont mis à miauler. Mais vraiment en mode feuillet, agressif, etc. J'ai eu la peur de ma vie. Et mes 2 amis ont eu la peur de notre vie aussi. On s'est fait chasser par des chats, c'est le cas de le dire. Alors ça nous renvoie à une vieille superstition qui s'appelait en fait le sabbat des chats. On considérait en fait que c'était des sorcières qui se transformaient en chats et qui se regroupaient dans des clairières ou dans des lieux isolés pour leur réunion occulte sous l'apparence de chats. Alors peut-être ai-je assisté à un sabbat des chats. Peut-être. Allons savoir. Franchement, ça y ressemble. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas. Est-ce que tu crois en la vie après la mort? Oui, je crois en la vie après la mort, ou plutôt je crois en l'existence après la mort. Sous une forme ou une autre. Ok. Est-ce que tu peux développer un peu en quoi tu crois? Si on devait parler de fantômes, qu'est-ce que tu dirais? C'est difficile. On commence par le début. Je crois que la vie est une perception. C'est-à-dire, la vie, c'est quoi? C'est notre interaction au sens de cette existence matérielle, c'est-à-dire avec mon enveloppe physique dans un environnement tangible. Or, je ne crois pas que l'existence se limite à cet aspect. Je pense que mon existence a une part non matérielle, non tangible, sur un autre état d'existence, peut-être on va employer le terme de spiritualité, plan astral ou autre chose encore. Je pense que cette existence précède ma vie terrestre et se poursuit après ma vie terrestre. Je pense que, en réalité, mon enveloppe terrestre n'est qu'une manifestation de mon existence sur le plan tangible. Donc, est-ce que je crois à la vie après la mort? Je crois surtout à la continuité de l'existence et à la complexité de ces états d'existence qui ne se limitent pas à ce simple plan terrestre, si je puis dire. Pour arriver à la question du fantôme, je crois en l'existence des fantômes. Je crois en le fait que des vestiges de notre existence terrestre peuvent rester ici-bas. Mais ça, c'est intéressant, le concept de vestige. Pourquoi? Quand on étudie les grandes affaires de fantômes, on s'aperçoit souvent que le dit fantôme est souvent dans une boucle répétitive. Il se manifeste à certains horaires, dans certaines conditions spécifiques, à certains moments de l'année, et il accomplit quasiment toujours le même schéma, le même mouvement. Par exemple, dans un château médiéval, le château apparaît toujours au même endroit, il va se déplacer dans un couloir, il va disparaître toujours au même endroit. Donc on ne peut pas dire que nous sommes sur l'esprit d'un mort qui est resté piégé sur Terre, mais plutôt une empreinte, comme une sorte de pellicule qui tourne en boucle, comme si c'était un résidu, quelque chose qui s'est détaché, un vestige. Une énergie qui resterait. Oui, c'est ça, comme une empreinte. Et toi, tu as déjà vu des fantômes? Alors, il se trouve que dans mes perceptions occultes, je ne suis pas très fort sur l'aspect visuel, on va dire. En revanche, il m'est arrivé d'être en présence de phénomènes qu'on peut considérer comme étant des hantises ou des fantômes ou des esprits que j'ai ressentis par des sens autres, mais pas spécifiquement par la vue. Et par quel sens tu avais ressenti, si tu peux raconter un peu? Alors déjà par l'aspect intuition, beaucoup par l'auditif, par la sensation du toucher, en l'occurrence. Le son, le toucher, oui, vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué. S'il y a de la magie dans la vie, où est-elle? Et si tu pouvais partager avec nous une expérience magique? Je pense que la magie est omniprésente dans le monde, mais je pense qu'il y a un gros piège avec le sujet de la magie. C'est le problème de comment considérer la magie. Est-ce que c'est quelque chose de surnaturel, c'est-à-dire qui dépasse les normes physiques, biologiques et chimiques de notre monde, en gros la physique? Ou est-ce que c'est quelque chose de naturel qui n'est pas compris? Déjà se pose la première question. Je pense en effet que la magie est quelque chose de naturel, mais qui n'est pas encore maîtrisé. En revanche, je ne pense pas que la magie a trait au plan de la matière. Le plan de la matière, il est régi par des lois, notamment physiques, etc. Or, les appareils physiques, chimiques, tout ce que l'on veut, ne peut étudier que ce qui concerne la matière, que ce qui concerne la matière atomique. Or, ce qui est hors du champ de la matière atomique ne peut pas être observé, ne peut pas être étudié avec ces outils. Donc je pense que la magie se place justement dans cet au-delà, cet endroit qui n'est pas défini par les normes physiques. Donc du coup, je pense que la magie est partout, omniprésente, et qu'elle passe par un vecteur, une sorte d'énergie que les anciens ont nommé sous des noms différents, que ce soit l'éther, les Grecs, que ce soit le chi, le ki, le mana,
le haché chez les Yoruba. Donc tout un tas de noms qui définissent cette énergie invisible qui est présente en toute chose, qui nous connecte tous. Et la magie, pour moi, c'est le fait d'agir en utilisant ce vecteur énergétique. Par exemple, tu avais fait une vidéo qui m'avait énormément plu, qui s'appelait La pensée magique. Enfin, je crois que c'était le titre de la vidéo, ou qu'est-ce que c'est que la pensée magique? Moi, je sais que tu y crois à ça, moi j'y crois aussi beaucoup. Est-ce que tu pourrais juste en dire deux mots ici? Alors, la pensée magique, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est celui qui est plutôt critique, qui est plutôt son aspect d'étude anthropologique. La pensée magique, c'est quand des individus injectent une pensée dite magique, sous-entendu surnaturelle ou irrationnelle, dans des éléments du commun et qui vont tenter de voir un sens. Par exemple, je ne sais pas, des symboles particuliers apparaissent dans notre vie et on voit voir un sens là où il n'y a pas forcément. On injecte de la pensée magique dans des éléments du quotidien. Ça, c'est l'explication anthropologique. Le deuxième aspect qui est beaucoup plus intéressant à mon sens, sur le plan psycho, la pensée magique, elle est magique parce qu'elle a une influence dans notre réalité. C'est-à-dire que même si tous les événements auxquels on croit n'ont pas d'existence factuelle, au sens matériel, ça n'empêche pas que le fait d'y croire, le fait de leur prêter une intention et une puissance, va agir concrètement dans notre quotidien. Alors on pourrait rapprocher ça un petit peu de l'effet placebo ou de l'autosuggestion, mais l'idée c'est que si je pense qu'il y a de la magie dans quelque chose, ça va influencer mon comportement et va m'orienter dans mes choix en rapport avec cela. Alors que l'acte existe en tant que tel ou non n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'impact qu'il aura sur moi, et donc dans ma prise de décision, mes actions, etc. Et pour revenir à une expérience magique que t'aurais vécue, toi, un truc où vraiment tu t'es dit, mais ça c'est, je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver, je sais pas, une synchronicité ou quelque chose de très marquant que tu aurais vécu et que tu voudrais partager avec nous, que tu qualifierais de magique. Alors, il y a pas mal d'expériences qui me sont arrivées que je considère comme étant de l'ordre de la magie. Je vais en raconter une que j'avais déjà raconté un petit peu sur les réseaux. Alors j'étais avec mon meilleur ami, on était en forêt de Brocéliande, donc lieu déjà considéré ou réputé comme magique évidemment, lieu que je fréquentais assidûment. Et on était partis tous les deux en forêt de nuit pour tenter de faire une invocation magique en l'occurrence cérémoniale, pour invoquer la fée Morgane. Donc près du miroir aux fées, au Val sans retour. Et évidemment, comme toute bonne opération magique que se déroule quand on a une vingtaine d'années, il ne s'est rien passé. Et donc nous quittons la forêt, vers à peu près 2h du matin, et quand on sort de la forêt, on arrive sur une sorte de petit chemin, avec 2 champs de chaque côté, donc les moissons avaient eu lieu, donc en gros on y voyait très clair. C'était la nuit évidemment, mais il y avait la lune, pas la pleine lune, on était sur une lune ascendante proche de la pleine lune, donc on voyait quand même assez distinctement. Et donc c'était vraiment dégagé. Et là, au loin, on observe une femme, alors je pourrais pas définir son âge précisément, qui portait un bâton, et qui avait des plumes dans les cheveux, c'est-à-dire comme une sorte de couronne de fleurs avec des plumes. Alors c'était assez intriguant. Alors on est en forêt de Brocéliande, c'est le genre de choses qui peut arriver. Mais une femme seule à 2h du matin, c'est quand même un petit peu moins fréquent. Donc ça nous intrigue. Et encore plus intriguant, c'est-à-dire que sur ce petit chemin pour rejoindre le parking qui faisait à peu près 200 mètres, à peu près à mi-chemin, donc de ce fait, on croise cette femme. Elle nous dit bonsoir, on lui répond, et la particularité c'est qu'elle est passée entre nous deux. Donc déjà une femme à 2h du matin qui passe entre 2 hommes la nuit, moi je trouvais ça curieux. Donc on lui dit bonsoir, on lui répond, se passe environ 3 secondes, on se retourne, et la femme avait disparu. Sachant qu'on était à peu près à 100 mètres de l'entrée de la forêt et qu'il n'y avait aucun moyen de se dissimuler à proximité. Alors du coup, était-ce la fée Morgane? Était-ce une apparition? Était-ce une réponse à nos invocations? Mystère. Une question un peu épineuse, qu'est-ce que tu penses des drogues? Les drogues, vaste sujet. Alors tout d'abord, à titre purement personnel, mon expérience des drogues est somme toute extrêmement limitée. Extrêmement limitée, c'est-à-dire que à part fumer quelques joints quand j'étais ado avec mes amis, mon expérience se limite à peu près à cela. Je n'ai jamais fait l'expérience des drogues dites dures, et je n'ai jamais fait l'expérience des drogues dites hallucinogènes. Donc, sur ce plan, mon expérience est donc fortement limitée. En revanche, j'ai été amené à étudier l'usage des drogues dans les rites initiatiques et dans les cérémonies chamaniques diverses et variées. Alors, expérience non personnelle, puisque je ne les ai pas testées, mais néanmoins j'ai constaté qu'il y avait des effets. Beaucoup de gens ont prétendu avoir des expériences mystiques beaucoup plus fortes via l'usage de drogues. On pense notamment à l'ayahuasca, mais il y a aussi l'ergot sec ou tout un tas d'autres choses. Donc, des gens prétendent que ça a une efficacité. En revanche, moi, à titre personnel, je pense que c'est de la triche. Je m'explique. Si on utilise un agent extérieur, une drogue ou autre chose d'ailleurs,
Pour provoquer un état mystique ou un effet de transe, ça veut dire qu'on n'est pas apte à provoquer cet état par soi-même, mais qu'on va utiliser une aide extérieure pour provoquer l'état, et donc on arrive dans un état où on ne peut pas possiblement maîtriser la situation. Je prends un exemple, si quelqu'un prend de l'ayahuasca, entre en état de transe et se retrouve en état de dialogue avec une entité de l'au-delà, quelle qu'elle soit, si cette entité possiblement est malveillante ou veut posséder l'individu, il n'est pas en état de s'en défendre, puisqu'il n'est pas maître de cet environnement. Il n'a pas accédé à cet environnement de transe par lui-même, mais par une aide extérieure. Donc je pense que c'est une triche. Et donc, je préfère atteindre l'état de transe et l'expérience mystique sans aide extérieure. Ça veut dire en état de contrôle, en gros. Donc pour moi, la drogue, c'est une illusion de résultats positifs. Les gens ont vraiment des résultats, mais je pense qu'à long terme, cela ne va pas apporter grand-chose de positif. Je pense que c'est de la triche, et que cette triche peut avoir des conséquences. Toute autre question, c'est quoi les rêves pour toi ? Les rêves aussi, vaste sujet. Les rêves, on peut déjà les dissocier en plusieurs catégories. On peut dissocier, on va dire, ce qu'on va appeler les rêves construits. Les rêves construits, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand on va faire une sorte de synthèse des éléments de notre journée ou des quelques jours précédents, de nos rencontres et de tout un élément, qu'on va les coller ensemble dans une sorte d'histoire un peu fantasmée, et on va recomposer des éléments de notre quotidien pour faire un rêve construit. C'est une association mémorielle, en fait, assez simple. Ceux-là n'ont pas grand intérêt. Ensuite, on va avoir les songes ou les oraculums, c'est-à-dire des rêves qui ne traduisent pas forcément des éléments de notre vie courante, mais qui vont présenter des situations soit assez claires, soit plutôt énigmatiques ou plutôt symboliques. Et là, dans ces rêves, on peut peut-être avoir des messages à identifier. Alors ces messages, de qui viennent-ils ? Est-ce que c'est notre propre inconscient qui provoque ces messages pour nous assister notre conscient au réveil ? Donc l'inconscient qui parle au conscient ? Est-ce que c'est des entités extérieures, des anges, des démons, des entités positives ou négatives, peu importe, qui transmettent des messages pour nous aider ou nous perdre, suivant les messages ? Difficile de répondre, bien entendu. Après, le troisième type de rêve, c'est les moins rigolos, c'est les insomniums ou les cauchemars. Alors là, c'est des rêves tourmentés. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ces cauchemars ou ces insomniums ? Eh bien, dans les croyances anciennes, on pensait que c'était une créature, une sorte d'entité malveillante qui venait se nourrir de votre énergie et qui venait vous troubler dans votre sommeil. En gros, comme une sorte de succube ou d'incube qui vient se nourrir de vous pendant la nuit. Et il existe des rituels pour s'en prémunir. Donc si vous faites un cauchemar, une petite méthode que les anciens faisaient, c'est de prendre un peigne, une brosse à cheveux, une brosse de femme par exemple, on la pose sur la table de nuit avec les pics vers le haut. C'était une vieille pratique rituelle pour éliminer les cauchemars. Et le truc le plus curieux, c'est que, évidemment, tout ceci n'a aucun sens sur un plan pragmatique. Mais pourtant, ça marche quand même. C'est quand même curieux. Ouais. Cet effet placebo peut-être ou... Peu importe, la pensée magique. Est-ce que tu crois au destin ? En fait, je n'aime pas les réponses simples toujours. Je pense que la question du destin n'a que peu d'intérêt. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. En fait, avec la question du destin, on est confronté à grosso modo deux possibilités. La première possibilité, c'est le destin existe, et la deuxième possibilité, c'est le destin n'existe pas. Possibilité 1, si le destin existe, ça sous-entend qu'il est codifié quelque part, qu'il est codifié dans un livre de l'univers, dans des annales akashiques, ou pourquoi pas dans la carte des astres, au sens de l'astrologie par exemple, pourquoi pas. Or, si le destin existe, il est forcément codifié. Les Mésopotamiens ont parlé des tablettes du destin par exemple. Or, nous, en tant qu'individus, je pense que nous n'avons pas les capacités absolues pour pouvoir lire ce destin. On peut peut-être l'entrevoir, on peut peut-être visualiser, observer certains éléments, mais pas la complexité du destin dans son ensemble. De ce fait, si le destin existe et qu'il est codifié quelque part, et que nous n'avons pas forcément accès à l'entièreté des informations, eh bien de ce fait, autant considérer qu'il n'existe pas, puisque de toute façon nous ne pouvons pas le connaître. Autre option, si le destin n'existe pas, eh bien le problème est résolu. De ce fait, si on croit que le destin existe et qu'il n'existe pas, fondamentalement on est libre de nos choix. Donc du coup, encore une fois, la question ne sert à rien. Donc, moralité des choses, je pense que le destin qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça ne change rien pour mon quotidien. Je vais partir sur le principe que je suis maître de mon propre destin, et après tout, c'est peut-être le destin de faire que je pense comme ça. Donc, à la fin, ça ne change pas grand-chose. En quoi tu crois, toi ? Oula, alors c'est un très vaste sujet. Je vais tenter de réduire le concept de ma croyance à sa plus simple expression. Tout d'abord, je ne crois pas en Dieu au sens des religions abrahamiques, c'est-à-dire je ne crois pas en une entité créatrice consciente à l'origine de toute chose.
je suis beaucoup plus proche dans ma croyance d'une pensée taoïste qui part sur le principe d'une source première à toute chose. Mais une source première à toute chose, certains vont me dire, ouais, mais c'est comme Dieu en fait. Pas du tout. Une source première à toute chose non consciente. Je ne crois pas qu'il y ait une source première qui nous est volontairement créée. En fait, je pense qu'il y a cette source première, cette matrice originelle, et que de cette matrice originelle, on s'est créé nous-mêmes, donc par le concept de l'émanation. En fait, c'est comme si nous autres, humains et autres créatures pensantes, nous serions en fait la conscience de cette source primordiale. En gros, c'est comme si nous étions la pensée de Dieu, mais que Dieu lui-même n'était qu'une matrice sans pensée. En gros. Ça, c'est la base de ma croyance. Ensuite, je pense évidemment que le plan de la matière, le plan de l'existence terrestre n'est qu'une des facettes de l'existence, et donc que de ce fait, l'existence n'est pas limitée à ce simple aspect. Donc je crois en l'existence, assez simplement, d'une âme ou d'un esprit, ou d'une nature spirituelle aux choses. Ensuite, pour aller plus loin, je crois que ce qui est fondamentalement le plus important, c'est ce qu'on va appeler le fluide, ou le mana, le chi, c'est-à-dire l'énergie qui est présente en toute chose, partout dans l'univers, et qui en fait sous-tend l'univers. Je pense que cette énergie est à la base de toute chose. Elle est ce qui permet l'interaction de tous les êtres, et même l'interaction entre les plans d'existence, que ce soit matériel ou spirituel, peu importe. Donc je vais l'appeler par coutumace le ki, par mon goût pour la tradition japonaise. Donc ça, c'est les 3 éléments principaux, on va dire, de ma croyance. Donc tu parlais, on était tous la conscience en fait de cette énergie, mais est-ce que on garde notre unité, ou l'unité est aussi un moment à passer, enfin voilà, et en fait on retournerait à cette énergie une? Je n'ai pas de réponse à cette question, ça reste une phase interrogative. Pourquoi ? En fait, souvent quand on s'intéresse à comprendre l'origine de toute chose, c'est-à-dire le point de départ, c'est la question finale. Or, dans le principe d'une tradition initiatique, il est beaucoup plus facile de monter l'escalier marche par marche que de tenter de sauter à la dernière marche. Pour moi, cette question, c'est quasiment la dernière. Donc, je ne suis, à mon sens, pas en capacité de pouvoir même l'appréhender, cette question. Donc, je préfère monter les étapes une par une, c'est-à-dire monter déjà à tenter de conceptualiser, par exemple, le monde astral, c'est-à-dire le monde subtil des énergies, monter quelques marches d'escalier et peut-être au-delà comprendre ou me poser les questions suivantes. Je pense qu'il faut procéder par étapes et que cette question est beaucoup trop inaccessible à l'état. Dernière question, après je vais te tirer une carte. C'est quoi l'amour pour toi ? Et l'amour est un mot complexe. C'est un mot que j'utilise en fait assez peu. Je vais lui préférer le vocable hai en japonais, comme dans Aikido par exemple. Donc hai qui peut se traduire par amour, mais qui peut aussi se traduire par harmonie. Et je trouve que c'est ça qui définit le mieux l'amour, c'est-à-dire l'état d'harmonie ou d'harmonisation avec les choses. Souvent, le mot amour, on l'emploie un peu à toutes les sauces et un peu n'importe comment, au point qu'il est difficile de définir ce que ça représente. Est-ce que j'aime mon épouse autant que j'aime mon meilleur ami ? Est-ce que j'aime le Japon autant que j'aime mon pays ? Est-ce que j'aime une activité ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Où se limitent et où se placent les mots amour ? C'est pas pour rien que dans la tradition grecque, il y avait plusieurs mots pour définir à quel amour on faisait référence. Donc en fait, j'utilise assez peu ce mot parce que je le trouve beaucoup trop imprécis, beaucoup trop galvaudé. Et donc, de ce fait, j'ai du mal à exprimer ma pensée par ce seul mot. Parce que si je l'emploie, je ne sais pas ce que la personne en face va comprendre quand j'emploie ce mot. Donc je préfère utiliser d'autres mots. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple l'harmonie, le hai, comme par exemple l'union des énergies, comme par exemple l'idée de fusion mentale, l'idée d'équilibre, l'idée de contemplation, etc. Tout un tas de mots qui vont permettre de préciser les points. Puisque moi-même, quand on me dit le mot amour, je ne sais pas exactement ce que la personne veut dire quand elle veut dire amour. T'as déjà été amoureux très très fort ou pas ? Je vais prendre un exemple avec ma chère et tendre épouse. Ma chère et tendre épouse, si je réponds facilement dans une version, je vais dire je suis amoureux d'elle. Ça, c'est une réponse extrêmement simpliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je vais répondre simplement mon épouse est la personne la plus importante dans ma vie. Et je ne vois pas mon existence sans sa présence dans ma vie. Ça me semble beaucoup plus précis que le mot amour. Ça l'est, effectivement. Alors, je vais te tirer une carte et puis on va voir ce qui sort. Le mat. Ah, le mat, le fou, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi le mat ? Ça peut représenter pas mal de choses, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est que c'est le début et la fin. C'est celle qui n'a pas de nom, pas de numéro. Donc du coup, on peut la placer au départ ou on peut la placer à la fin.
il faut être fou pour arpenter la quête de l'ésotérisme. Et après tout, il n'y a peut-être que les fous qui vont trouver la vérité, je ne sais pas. Alors où est-ce que je me place, au début ou à la fin? Peut-être à aucun des deux endroits en réalité. On est tous des fous dans un monde incompréhensible après. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur Instagram, sur le cadre de Bâton Tarot. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance